Salut les jeunes cyclistes dynamiques, me voilà au départ d'une course un peu particulière puisqu'il s'agit d'un contre-la-montre individuel couru sur le parcours du contre-la-montre inaugural du Giro 2019, me semble-t-il. Voilà, c'est bon, j'ai pris un petit peu de flotte. Merde, je me suis bourré de vélo. Je peux changer de vélo. Et je m'étais effectivement gouré de vélo au départ de cette course puisqu'il fallait idéalement un vélo de contre-la-montre. J'en avais en plus acheté un exprès. C'est bon. Voilà. Et là nous voilà à 10 secondes du départ. Et très sympa parce que Bon, à 3 secondes, on envoie les watts. sur cette course en fait, les départs sont bien séparés comme sur un véritable contre-la-montre. Allez, go! Où on est décalé minute par minute. Ah non, on approche, approaching start line. En fait, on n'est pas sur le Et là, ce qui m'a un petit peu surpris à ce moment-là, c'est que finalement, j'avais l'impression de pas être réellement sur le parcours puisque le chrono n'est pas encore lancé. Et que j'ai un message qui dit Approaching Start Line. Donc j'étais en mode bon, ok, est-ce qu'il faut vraiment que j'accélère maintenant? Est-ce qu'il faut que j'accélère seulement en passant sous l'arceau? Voilà, j'ai fait le choix finalement d'accélérer qu'une fois passé l'arceau. Et là, si vous aviez vu la vidéo qui s'appelle Comment gérer son effort dans un contre-la-montre, vous allez pouvoir comprendre comment j'ai appliqué les préceptes que je vous ai expliqués dans cette vidéo pour essayer de faire le meilleur temps possible dans ce contre-la-montre de Bologne. 310, c'est la target. Alors, appliquer les conseils de la vidéo, c'était avant tout analyser le parcours. Le parcours du chrono de Bologne, il fait 8 km, avec 6 km de plus ou moins plat, avec 2-3 faux plats qui traînent, et 2 km avec une côte à la pente moyenne, je crois, de 8 ou 9%. Du coup, compte tenu de ma FTP du moment, qui est aux alentours de 310 watts, j'avais décidé de partir à cette intensité-là pour les 6 premiers kilomètres qui représentent en réalité la moitié du temps de course et de faire les 2 derniers kilomètres à 340 watts afin d'exploiter au maximum le gain de temps possible sur les parties les plus pentues. Donc ça c'était mon plan de course, 310 jusqu'à la fin du 6e kilomètre et ensuite 340 watts sur les 2 derniers. Cet effort à 310 watts, c'est un effort auquel je suis habitué puisque c'est celui qui ressemble à un test FTP. Donc pour ça, j'en ai déjà fait un sacré paquet, donc typiquement j'avais pas trop d'appréhension à l'idée de faire ce type d'effort. En revanche, l'effort sur les 2 derniers kilomètres, un effort au-dessus du seuil pendant plus longtemps que l'effort auquel je suis habitué, qui est l'effort de type PMA de 5 minutes, ça allait être difficile à calibrer et j'avais absolument aucune garantie sur ma capacité à maintenir ce niveau d'effort. Ce qui est sympathique avec le format contre-la-montre sur Zwift et qui est reproduit me semble-t-il sur l'Alpe Zwift, c'est que le chrono est tronçonné en tronçons d'1 kilomètre. On le voit ici à gauche de l'écran, les checkpoints, et pour chaque kilomètre, on peut avoir une restitution de la fréquence cardiaque moyenne et de la puissance moyenne réalisée sur ce kilomètre, ce qui est extrêmement pratique pour vérifier si on est effectivement dans ces puissances cibles. Quoi qu'il en soit, malgré le fait que j'avais été un petit peu désarçonné au début par la tronche du HUD qui est vraiment différente, on ne trouve pas les informations au même endroit. Typiquement la puissance on l'a tout en haut alors qu'habituellement on l'a en haut à gauche. La vitesse c'est tout petit, donc on est un peu dans le noir. Et je dois dire que j'avais surtout les yeux rivés sur la puissance pour essayer de me tenir à mon plan de course du mieux que je pouvais. Tout allait se jouer finalement dans les 2 derniers kilomètres. C'est aussi pour ça qu'il y a une dérive cardiaque relativement faible dans la première partie du parcours. On le voit, on est encore sous les 180, qui est le 180, 181, 182, qui est à peu près le niveau de mon seuil en fonction de mon état du jour. Là, on est toujours à 175. Ça redescend, on va se laisser un peu se reposer. Et ça remonte, on appuie. Et je le dis ici dans la vidéo, dès que ça remonte, dès qu'il y a un petit peu plus de pente, et je le sentais dans les pattes avec la gestion de la résistance du home trainer, il faut rappuyer. Il s'agit de gagner du temps sur toutes les parties pentues et d'être en mesure de se reposer dès que la pente devient négative et de se remettre à appuyer dès que la pente devient nulle. Là, typiquement, on peut regarder avec la vitesse, on se rend compte qu'on est probablement dans une sorte de faux plat montant. Target 310. Puisque la vitesse chute, malgré le fait que je suis toujours en train d'appuyer à 310 watts. Alors, on a fait 3 km, on est à la moitié.
la première moitié, on devrait pouvoir être sur 6,30. Waouh, 6,30. Non, 7,30 au début. On est sur des bases de 7,30 sur la première partie. 7,45 peut-être. Là, je viens de faire une sorte de petit retour sur mes sensations. À la fin du 3e kilomètre, j'étais en mesure de savoir à mi-plat, de savoir à peu près quel serait mon temps au pied de la côte, et je l'estimais environ à 7 minutes 30. On va pouvoir voir dans quelle mesure est-ce qu'on s'est gouré sur ce 7 minutes 30. Sauf que à ce moment-là, je commence à arriver largement en zone 4. Et là, du coup, je vais être beaucoup moins bavard, puisque ça y est, on est enfin à la limite des 180 battements. Et là, ça va commencer naturellement à devenir un peu plus difficile. Le niveau d'effort commence à s'installer, il commence à se faire sentir de manière totale, entre guillemets. Et on va arriver dans les 2 derniers kilomètres de plat. Donc en plus du fait que le niveau d'effort commence à se faire sentir, il y a aussi l'appréhension de l'arrivée du passage en côte qui est pas facile à gérer. On pourra regretter peut-être d'être parti un tout petit peu trop fort quand on regarde les moyennes de puissance sur chaque tronçon. Alors le départ, c'est normal d'être à 334 parce qu'il y a naturellement l'accélération du départ, et ensuite on est quand même en moyenne un petit peu au-dessus de ce qu'il aurait fallu fournir pour être dans les meilleures conditions au pied de la côte. On va se faire passer par une grosse fusée à 6 watts par kilo. Effectivement, très costaud ce El Borgiani à plus de 6 watts par kilo sur le plat. Je ne sais pas du tout quel poids est-ce qu'il fait, mais franchement c'est impressionnant, et d'ailleurs c'est absolument pas étonnant qu'il me dépasse comme si j'étais sur place. Vraiment, 1 watt par kilo de différence, ça fait vraiment mal. Et d'ailleurs, je crois qu'il arrive très haut dans le classement. On arrive finalement très près du money time hein. Ici, ce que j'avais pas forcément en tête à ce moment-là, c'est qu'en réalité, malgré le fait que j'avais estimé que toute la partie des 6 premiers kilomètres serait plate, en réalité, il y a quelques montées, hein, je le dis à la voix ici. Ça commence à grimper, j'ai l'impression là. Il y a quelques montées qui vont un petit peu me surprendre, parce que naturellement, comme je vous l'ai dit, le principe de base dans le chrono, c'est quand ça monte, il faut appuyer un peu plus pour permettre la conservation de la vitesse. Et là, je suis obligé d'appuyer un petit peu plus, du coup, d'utiliser un peu de l'énergie dont j'aurais eu besoin éventuellement sur la montée de la basilique San Luca. Donc typiquement, j'avais peut-être mal prévu mon coup, j'avais peut-être mal vu qu'à ce moment-là de la course, j'allais avoir besoin d'un peu d'énergie, et du coup, j'en donne un peu plus. Comme il faut naturellement. Le gros problème, c'est que ça me cuit un petit peu trop, et d'ailleurs ça fait augmenter ma moyenne sur le 5e kilomètre à 315 watts, qui est une moyenne plus élevée que celle que j'aurais bien voulu appliquer. Ça va être un petit peu la même chose pour la suite, hein, puisque là on le voit déjà dans les 20 premières secondes, obligé de me moyenner 325 watts. C'est money time dans une borne, dans 1 minute. Et on est à presque 7 minutes de course d'ores et déjà. Ce qui fait que j'étais sûr d'être en approche de la côte finale, celle de 2 km qui allait nous faire tant mal. Ici je me dis prépare-toi à serrer les dents, prépare-toi parce que là c'est vraiment le calme avant la tempête. Hein. Ici il faut temporiser et essayer de se préparer à ce qui va arriver, parce que les 2 derniers kilos c'est pas de la tarte. Et encore une fois, obligé d'en mettre une couche pour conserver de la vitesse ici et pas se faire piéger par ce petit faux plat, cette petite pente qui nous amène à moins des 30 km/h. Donc c'était quand même pas non plus une bébé pente. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que je vais avoir un petit peu plus de plat pour me reposer. Mais que nenni, puisque juste après l'épingle, c'est là qu'arrivent les plus forts pourcentages du premier kilomètre. Vous allez voir. Ok, on va se reposer un peu. Là c'est juste plat. Prendre ce moment. Après ça monte direct. Et là je vais faire un truc que j'aurais probablement jamais dû faire, mais qui était finalement logique quand on voit les pentes qu'on approche. Je vais tomber le petit plateau. Et là je sens un problème. Putain, faut être sur la plaque. Qu'est-ce que j'ai perdu là? Effectivement, il fallait être sur la plaque. En fait, le réglage de difficulté du home trainer, que j'ai laissé par défaut à 50%, fait que ce passage-là, malgré sa pente énorme, se passe sur la plaque, en fait. Et tu ne mets pas le petit plateau.
malgré tout, parce que le réglage de difficulté du home trainer va diviser la sensation de pente par 2 et donc la variation de résistance liée à cette pente par 2. Et par conséquent, il n'est pas nécessaire, avec le braquet que j'ai sur mon home trainer, de passer sur le petit plateau pour avaler les premières centaines de mètres de la montée vers la basilique San Luca. Et d'ailleurs, je ne suis jamais redescendu dans le petit plateau sur toute cette ascension. Donc du coup, vous l'avez vu, pied de côte, je n'arrive pas en 7 minutes 30, mais en 8 minutes, ce qui est pas trop dégueu. Je me sentais pas tellement en deçà vis-à-vis de ce que je voulais faire. Cela dit, c'est là que ça allait devenir dur. Naturellement, tout ce que j'ai pu mettre en watts au-dessus de mon objectif allait naturellement se payer. Allait évidemment se payer. Là, on le voit, hein, quand on fait la moyenne visuellement, on a une moyenne qui tourne autour des 315 watts, donc 5 watts de trop. Et toute cette énergie dépensée à produire plus de puissance sur la première partie du parcours va naturellement manquer dans la deuxième partie. Et là, on le voit, hein, l'objectif était de 340 watts, je suis absolument incapable de fournir autant de puissance et je suis réduit, entre guillemets, à ne fournir que 325, alors que j'aurais pu vraiment beaucoup plus polariser mon application de la puissance en mettant moins dans la première partie et plus, peut-être 5, 10 watts de plus dans la deuxième partie. J'ai naturellement pas été tellement aidé par ce petit problème qui est arrivé au tout pied de la côte puisqu'il m'a fait perdre énormément de vitesse et pour la reprendre, vous savez évidemment que c'est compliqué, qu'il faut appliquer beaucoup plus de puissance. Donc bon, la prochaine fois que je le fais, si jamais je le refais, il faudra que je pense à rester sur la plaque ou alors à changer la difficulté du trainer histoire de pouvoir le faire sur le petit plateau. Ici, franchement, je savais que ça allait être long puisque je suis à la moitié du premier kilomètre, donc ça veut dire qu'il me reste encore 3 fois ce que je viens de faire avant d'arriver sur la ligne. Là, ça commençait à devenir difficile. On voit les BPM qui s'emballent. On me voit aussi essayer de me battre un petit peu avec le vélo. Alors, entre assis, en danseuse, c'est pas tout à fait clair et c'est difficile. Pour ne rien ajouter à cela, je dois dire quand même que le level design, entre guillemets, de ce parcours du Bologna TT est quand même super stressant. Je sais pas si vous voyez, mais là, en fait, on voit cette grosse ligne droite avec un virage au loin, mais il est tellement loin, et les autres concurrents qui sont super loin. Et ça, franchement, pour le mental, c'est vraiment pas un truc qui facilite la vie. Genre vraiment, là, tu sais, tu vois le bout du truc, et quand tu vois le bout du truc, t'es partagé entre j'arrive enfin au bout, du coup, à te reposer un peu et en remettre une couche. Ce qui est ouf, c'est qu'après avoir fait cette grosse ligne droite, là, on passe sous l'espèce de petite arche qui nous fait rentrer dans la basilique. Et là, donc on a un premier lacet. Ici, on en a un, donc avec la pente qui devient horrible, mais vraiment qui devient vraiment forte. Ici, même chose. Là, encore une fois, à gauche, c'est un peu comme la montée de Richmond, mais version sans pavé. Et là, voyez-vous, ici, c'est là où les pourcentages sont les plus forts. C'est là où tout le monde est collé. Et ça a l'air vraiment interminable. Mais vraiment interminable. Tout le monde est à 2 à l'heure. Là, je suis à 9 km/h pour 300 watts, je crois, ou 330 watts, 10 km/h. Et franchement, on a l'impression que ça va jamais se finir. Je me dis, mais là t'es vraiment à 2 à l'heure. T'essaies comme tu peux de te battre avec ton vélo, essayer d'avancer, de continuer à pousser tous les watts que tu peux, mais c'est super dur. Là, 65 RPM, c'est vraiment difficile. Et ça paraît tout bonnement interminable. Savoir que là, il reste encore 1 kilomètre, et ce kilomètre-là va naturellement prendre énormément de temps, parce que vous allez le voir, je termine dans un bon temps, mais je vais pas non plus terminer très tôt après ça. Je vous rappelle que le record IRL pour ce contre-la-montre de Bologne a été établi par Primož Roglič en 2019 en 12 minutes 54. Alors laissez-moi vous dire que moi avec mon Zwift, je suis déjà à plus de 12 minutes 40 et il me reste encore 1 km, donc je suis quand même très loin de la performance de Primož Roglič qui la réalise dans la vraie vie, et la vraie vie c'est naturellement beaucoup moins rapide que Zwift. Donc on est vraiment complètement largué versus les IRL. Et par ailleurs, le record sur Zwift a été établi par un Italien, dont le nom est Il Bandito SWAT Club, sur Zwift Power en 12 minutes 32, mais il faut ajouter à cela qu'il ne s'agissait pas d'un chrono, mais d'une course dans laquelle il bénéficiait de l'effet d'abri. Voilà. Après, je sais pas trop quel est le meilleur temps sur chrono, mais je pense qu'il faut quand même aller vachement bas dans le classement pour trouver le meilleur temps chrono. Je le vois ici, ça y est, 13 minutes 23 sur le WTRL ITT Series. Il s'agit de Ramesh Rami,
voilà, avec une moyenne de 500 watts. Oh mon Dieu, est-ce même possible? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, revenons à la course. Là, je vais arriver relativement près finalement du money time entre guillemets, de la fin du money time, puisque là je vais rentrer sous la dernière arche, celle qui marque, me semble-t-il, le dernier vrai virage et la fin des pourcentages les plus élevés. Là ça va être le moment de réaccélérer et de tout donner dans le final, de vider le réservoir comme je l'ai expliqué dans la vidéo au sujet de l'effort en chrono. Et là franchement, je passe la dernière arche et là je sais que l'arrivée finalement elle est vraiment plus très loin. Et là je passe en mode la ligne d'arrivée puis la mort, donc c'est parti. Je sais que là finalement j'ai plus besoin d'économiser les pulls, j'ai plus besoin de me dire est-ce que je vais craquer, parce que je vais effectivement craquer, mais je craquerai après la ligne. Et du coup je mets un maximum de puissance dans ces dernières centaines de mètres. Il reste là 500 mètres, j'approche les 190 battements et là je me passe en mode warrior où je m'en fous complètement. Je me dis c'est parti. Il reste plus rien et il faut juste tout donner. On vide le réservoir, il reste 500 mètres, ça représente très peu de temps, même pas une minute peut-être une minute, peut-être un petit peu plus, ça représente vraiment rien du tout. Et là à ce moment-là, tu passes en mode fou furieux, ton regard devient vitreux, devient noir et vide, et il faut simplement vider au max. Et comment dire, c'est comme si vous écrasiez une éponge, vous essoriez une éponge et vous essayiez de sortir tout ce qu'il y a dans cette éponge pour qu'elle soit sèche à la fin de l'opération. Et là vraiment le but c'est de se sécher. Et ici ce qui est étonnant, ce qui est dommage je pense, c'est que la pente devient moins dure. Et du coup pente moins dure, il y a moins de temps à gagner. Et c'est aussi pour ça que finalement cette accélération sur la fin, elle n'aura pas tant d'effet que ça sur le temps final. L'énergie que je mets là-dedans aurait probablement été mieux utilisée sur les parties les plus pentues. Et là voilà, ça y est, je suis en vue de la ligne d'arrivée. L'éponge est effectivement sèche à 192 battements et on passe le dernier arceau en 15 minutes et 57 secondes à la 7e place provisoire. Naturellement, il me semble je crois que mon classement est tombé dans les 10 ou quelque chose comme ça. Mais compte tenu de mon niveau et de ce dont je sais être capable en termes de production de puissance, c'est plutôt un bon résultat. On regrettera probablement un petit peu de ne pas avoir été aussi précis qu'on aurait dû sur la première partie de la course niveau puissance, puisque je suis 5 watts au-dessus. C'est probablement ce qui m'a fait manquer un petit peu d'énergie dans la deuxième partie, notamment dans les parties les plus pentues. Et si on fait un petit tour sur le classement Zwift Power, qui est le classement expurgé des données erronées, des données douteuses et des coureurs qui ne s'enregistrent pas dans les bonnes catégories, j'arrive du coup 11e à 58 secondes du vainqueur. J'ai été content de pouvoir faire une nouvelle démonstration des principes de gestion de l'effort dans le chrono, même si cette fois c'était un petit peu moins bien exécuté que sur le chrono du stage. Pour la suite, je vais alterner entre des vidéos IRL et des vidéos sur Zwift. Je vais également prendre le temps de faire le bilan sur la préparation hivernale, sur ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Vous aurez toutes mes impressions sur le programme Soft Coaching de 12 semaines que m'a concocté de Sufferfest. J'ai très hâte de pouvoir vous en parler et d'ici là, je vous dis allez, ciao!